Début de journée en bord de Seine. Voilà, t'as ta carte? Moi aussi. Ça, Bonjour. Bonjour jeune homme, allez-y. Allons-y. Voici Idir et Nélio, son Donne fils. la main. Comme tous les mercredis, Voilà. aujourd'hui pour eux, c'est la traditionnelle sortie en bateau-bus. On se dirige toujours vers le fond. Comme ça, on profite de l'air. Ils ont leurs habitudes, Voilà. Ouais. car comme beaucoup de Parisiens depuis peu, ils se sont réappropriés la Seine et ses quais. Le bateau-bus, pour eux, c'est un nouveau mode de transport dans Paris. C'est un peu le métro de la Seine. On a découvert ça, ça a été un déclic. On s'est dit on va se faire des pique-niques un peu partout, dans toutes les destinations. On est comme le sang qui coule dans Paris, là on est au centre, le poumon, le cœur même, le cœur. Là on est vraiment sous les ponts, on est entre les deux rives, donc on peut vraiment voir des architectures différentes. Non, on le découvre. Tiens, tu l'as reconnu, regarde. Mais oui, Notre-Dame. On se dit, bon, bah, c'est juste en bas, je suis au bon endroit, au bon moment, quoi. Et si la Seine avait enfin retrouvé sa place dans le cœur des Parisiens? C'est aujourd'hui le long de ces rives classées au patrimoine mondial de l'UNESCO que Paris se réinvente. La Seine retrouve peu à peu son attrait. Celui du début du XXe siècle, des guinguettes et des promenades au bord de l'eau. Depuis des décennies, ces berges sont le royaume de la voiture, comme un rempart entre la ville et l'eau. Mais aujourd'hui, cette muraille se fissure. Voici les nouveaux quais de Seine. 5 fois, c'est parti, on y va. Allez, dynamique, dynamique, rebondissez bien sur pointe de pied. On s'aide de ses bras jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Et on redescend tranquille, c'est parti. Nous sommes au pied du musée d'Orsay. Ici, depuis une dizaine de mois, les sportifs ont remplacé les voitures. Ouais, là, ça commence à devenir un peu plus dur. Mais bon, on respire bien. Le dernier, vous avez un bon niveau. C'est parti, on y va, allez, 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 allez. Comme chaque semaine, c'est ici, au bord de l'eau, que Judith vient faire du sport. Donc on a le grand droit ici, on va travailler la partie haute, ensuite la partie basse, ensuite les obliques. Première série, 23, 22, 21, 2 et 1 posé. Récupérer, il restera l'autre jambe. Tout à l'heure, en faisant mes abdos, j'observais le Louvre. C'est vrai que c'est plus sympa qu'une salle de gym. C'est parti, l'autre jambe, n'oubliez pas de changer. Hein. C'est parti, on y va. Battement côté et genoux. 14. Ici, au cœur de la capitale, sur plus de 2 km, c'est un autre rythme, comme une bulle au cœur de la ville. Un lieu où même sous les ponts, on peut bouger en musique. Grâce à ces petites enceintes auxquelles on connecte son téléphone. Et c'est la douche sonore, donc c'est-à-dire que je me suis connecté avec mon smartphone et je balance ma musique qui est en train de passer voilà, au niveau du pont La Concorde. Voilà, très sympa. 30, 29, 28, 27, encore 26, 25, 24, 23, 22, 6, 5, 4, 3, 2, la chaise. Merci à vous en tout cas, un grand merci pour cette séance. Je me sens super bien après. Je me suis dépensée, je suis détendue. Non, ça va être le moment idéal avec le soleil pour me poser avec mon bouquin et un petit café quelque part dans la verdure.
En fin de matinée, les sportifs laissent place aux promeneurs. Sous le soleil, chacun son rythme. On farniente. On s'offre une pause. Un pari apaisé, les pieds dans l'eau. En remontant le fleuve, voici le Pont Neuf. Puis le Pont Saint-Michel. Nous sommes face à l'île de la Cité. Et ce matin, un étrange chargement arrive sur ce lieu chargé d'histoire. Un événement exceptionnel se prépare. Voici sa destination. La cour du palais de justice et la Sainte-Chapelle. Après des mois d'absence et une complète restauration, c'est le retour d'un trésor. L'archange Saint-Michel. Une statue monumentale en plomb de plus de 3 mètres. Elle va retrouver sa place au sommet de l'abside de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, c'est l'un des plus beaux monuments de Paris. Depuis plus de 3 ans, des travaux de restauration sont en cours. La repose de l'Archange est l'un des moments forts du renouveau du bâtiment. C'est une opération à haut risque qui s'annonce. Les préparatifs sont minutieux, car la statue de 2 tonnes doit être fixée sur cet immense mât, à plus de 30 mètres du sol. C'est Christophe Bottineau, l'architecte en chef, qui supervise l'intervention. Nous sommes dans la première partie de l'opération, très délicate, qui est la mise en place du mât qui porte l'archange, puisque c'est une œuvre monumentale. Les concepteurs du 19e siècle avaient réalisé un système pour recevoir cette œuvre et reporter ses charges à l'intérieur de la charpente. C'est une opération très fine qui doit se réaliser au centimètre près, tout ayant été étudié avec minutie lors de la conception de l'ouvrage. L'architecte se rend maintenant à l'intérieur de la charpente. C'est le cœur de l'ouvrage et c'est ici que le mât doit être fixé. Alors voilà, on est maintenant dans la partie la plus secrète du dispositif, celle que personne ne voit jamais. Donc ici, c'est le dernier anneau qui permet de guider le mât qui reçoit l'archange, qui ensuite va venir reposer dans un deuxième temps sur cette vis de réglage, qui ensuite reporte les efforts sur ce portique, qui lui s'appuie sur les éléments de la charpente de l'abside
et répartit les charges sur l'ensemble de la charpente. C'est comme ça qu'est porté cet archange de 2 tonnes. Il descend doucement, mais vraiment. Il descend doucement. Ah si, ça va y aller. Ça va y aller. Vas-y. Ah oui. Il est parti. C'est bon, allez-y. Il faut que vous descendiez de quelques centimètres. Ça va passer doucement. Ici, tout se joue au centimètre. Car avec les siècles, le bois a travaillé. Et la remise en place du mât est délicate. Attends. Il retend. Remonte. Ça Doucement. Ça devrait le faire. Là. Je te guide. Ça devrait le faire. Encore. Vous avez plus besoin de... C'est bon. Stop. Impeccable. Après bien des efforts, le mât retrouve sa place. Donc vous le maintenez, après on va redescendre après. Allez, comment vous avez La fait deuxième phase de l'opération peut démarrer. On va descendre et on va enlever la cage, on va mettre l'archange en position. Il faut monter le marteau, mais le marteau se mettait... Pour Christophe Bottineau, c'est le moment de vérité. Là, c'est vraiment une grande émotion puisque on est à quelques secondes de l'événement. On va pouvoir passer à la phase la plus extraordinaire qui est la montée de l'archange. Attention, hein, doucement. Ça descend, c'est bon là. Quelques minutes plus tard, il arrive au sommet de l'abside. Ça va, ça se passe en bas là. Là, ça Donc bouge on pas. peut y aller là. J'ai encore une tonne 5 accrochée, donc ça va vous passer 100 kilos. Plus que quelques mètres. Et il retrouve sa place. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on l'oriente en même temps. Hein. Il faut maintenant orienter l'archange avec le regard vers l'est. On y va. On est en train de finaliser sa mise en place. Ça y est, là, il commence à descendre sur sa position définitive. Monsieur Bottineau, dernier avis, là, mais je pense que c'est bon. On va regarder une dernière fois si on est bien Là, axé. on a la face pratiquement bien, parce qu'après, si on le décale plus, au niveau du visage, les ailes vont regarder. Ouais, c'est bien. Il regarde l'Est. L'Est est un grand symbole puisque c'est le côté du soleil levant. C'est le côté du retour du Christ avec les légions célestes et donc Saint-Michel à la tête des légions célestes. Ça y est, il est paré pour faire face à tout maintenant. L'opération est terminée. Et les derniers gestes reviennent aux artisans qui ont travaillé plusieurs semaines à sa restauration. Et là, c'est émouvant pour vous de voir en place, ça y est? Ah oui, c'est émouvant, et puis c'est un beau travail. Vous avez fait quoi, là? On a refait le décapage, on a refait les trous. Quand ça a été découpé, on a refait tous les petits trous, les marquages, et on a refait les patines à la cire. En amont de l'île de la Cité, voici la fine silhouette du viaduc d'Austerlitz. Construit en 1905, il vient d'être en partie restauré. Chaque année, il permet à plus de 100 millions de voyageurs de traverser le fleuve. Il est l'un des témoignages de la folle épopée du métro parisien. Dans les dernières années du 19e siècle, commencent des travaux qui vont bouleverser la vie de la capitale.
À la suite de Londres et New York, Paris décide de se doter d'un réseau de transport souterrain. Le 19 juillet 1900, la ligne 1 accueille ses premiers voyageurs. Elle relie la porte Maillot et la porte de Vincennes. En 1906, c'est au tour de la ligne 5, une ligne qui, pour la première fois, franchit la Seine. Ce sera la naissance du viaduc d'Austerlitz, un ouvrage révolutionnaire de type Eiffel qui, grâce à 2 arcs paraboliques en acier, permet d'enjamber le fleuve sans perturber la navigation. Voici les toutes premières images de sa traversée par une rame de métro. Depuis plus de 100 ans, il permet de relier le nord et le sud de la capitale. Il est 2 h du matin. Et sur le viaduc passe le dernier métro. Sur les quais déserts de la station Gare d'Austerlitz apparaissent d'étranges visiteurs. Pour ces spécialistes de la RATP, ce soir, chaque minute compte. Au cœur de la nuit, ils n'ont que 3 heures pour mener à bien leur mission avant le retour de la haute tension sur les voies. Comme plusieurs fois par an, ils viennent vérifier l'état de la structure métallique de l'ouvrage. C'est la suspente suivante. Ok. Ouais. Donc là, on vient regarder l'état de la protection anti-corrosion. Donc on peut voir qu'ici, tout ce qui est peinture et les couches qui sont en dessous sont attaquées. Et donc là, ça laisse le matériau à nu. Donc tout ça, c'est à relever, à noter. Ouais, les assemblages, ils sont nickel. Donc nous, on est des visiteurs d'ouvrages d'art. On est vraiment les médecins généralistes. On vient faire les premiers constats. On est là pour voir les premières pathologies, les premiers signes de faiblesse, afin de pouvoir orienter les spécialistes sur des études plus poussées et de préconiser les travaux de rénovation pour pérenniser cet ouvrage. Les gros soucis dans ce milieu, au-dessus de la Seine et exposé aux intempéries, c'est les risques d'oxydation et par la suite de corrosion. Le viaduc est classé monument historique. Pour ces spécialistes des ouvrages d'art, c'est un patrimoine à sauvegarder. Là, il est vraiment magnifique. Celui-là est vraiment magnifique. Ce sont des très belles réalisations architecturales. Ça a été fait à une époque où il y avait vraiment un goût du travail bien fait et même de la touche artistique sur des ouvrages qui sont d'abord utilitaires. Ça a été très travaillé, et au bout de 100 ans, tout est encore en parfait état, et ça prouve que c'était vraiment un travail d'une superbe qualité quand ça avait été réalisé. Puis ça participe également à la beauté de Paris, à la beauté de la Seine. Un nouveau jour se lève sur la Seine. Comme le viaduc d'Austerlitz, dans Paris, chaque pont nous raconte une histoire. À quelques pas de la place de la Concorde, voici l'un des ponts les plus fameux, le pont Alexandre III. Inauguré lors de l'exposition universelle de 1900, il permet de relier le Grand Palais aux Invalides. Mais les architectes de l'époque construisent plus qu'un pont. Ils ouvrent une perspective, symbole de la puissance de la République.
Pour cela, ils construisent un ouvrage ultra plat. Une réussite technique dont le secret est caché derrière ces murs. Nous sommes dans la culée du pont. Un espace invisible de l'extérieur de 2000 mètres carrés. Ce sont ces arches et ces piliers qui ont permis de construire un tel ouvrage. Ils répartissent la poussée des poutres d'acier utilisées pour la construction du tablier. Et ce lieu secret, voici à quoi il va bientôt ressembler. Une fois les travaux achevés, en pénétrant sous la culée, on découvrira un nouvel univers. Une salle de concert, et un restaurant directement inspiré des années 1900. C'est la naissance d'un nouveau lieu de vie en bord de Seine. Ah oui, on a récupéré l'ancien bordure. John Whelan est le créateur qui a imaginé cet espace. D'avoir l'opportunité d'exploiter un lieu qui a autant d'histoire, c'est juste magnifique. Donc en termes de décoration, on a vraiment essayé de rester fidèle à l'esprit du pont, tu vois, pour faire une continuité, pas un décalage. Le but, c'est vraiment qu'on se sent que le restaurant aurait pu exister avant, en fait. Ben, moi, je suis anglais et je suis venu à Paris parce que la ville est tellement belle et d'avoir l'opportunité de travailler sur un monument aussi connu dans le monde entier, c'est magnifique. Toujours en bord de Seine, c'est tout un quartier qui est en pleine mutation. Voici Beaugrenelle. Construit dans les années 70, c'est l'un des rares secteurs de Paris avec des immeubles de grande hauteur. Jusqu'ici peu fréquenté par les Parisiens, il trouve lui aussi un second souffle. Et l'un des plus grands centres commerciaux de la capitale vient de s'y installer. Dans l'une des galeries, deux visiteurs pas comme les autres. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est une des faces cachées de ce bâtiment. Pour cela, direction les toits. Marc et Julien sont naturalistes. Et voici ce qu'ils sont venus découvrir. En bord de Seine, la plus grande toiture végétalisée de Paris. Au cœur des buildings, ce sont 6000 mètres carrés de nature. À quelques pas du corridor biologique formé par la Seine. Ah, on est tout près là. Ça peut faire office de relais pour la Seine, un de ces espaces qui permet d'avoir des points comme ça, relais, des pas japonais, comme on dit dans le jargon, qui permettent aux espèces d'aller d'un point à l'autre comme ça, vers la ville. Ce qu'espèrent les naturalistes, c'est que peu à peu, grâce à ces espaces, la nature retrouve une place dans Paris. Donc là, il y a quoi? Il y a 3 espèces, quoi. Ouais, je crois 3 tout au plus. C'est des graminées, majoritairement. Pour l'instant, seuls des graminées ont été plantées. Là, je sais pas ce que c'est, mais c'est des familles d'une senson. Ouais, une sorte de lactusa ou je sais pas quoi, là. Mais quelques espèces sauvages apparaissent. On a quelques exemples de toitures où on laisse faire.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un petit peu comme ce qui se passe dans les friches, ça devient un peu plus fouillis, un peu plus sauvage. Et puis, les naturalistes, ils ont des bonnes surprises parfois. Ils arrivent, ils découvrent quelques espèces rares, quelques insectes intéressants. Si ça se multiplie, si ce genre d'expérience se multiplie dans les alentours, il est évident qu'il y aurait des observations à faire, que ce soit pour les oiseaux, pour les insectes, pour tout un cortège d'espèces qui transitent par ces milieux. Une espèce profite déjà de ce lieu, car des ruches ont été installées sur le toit. Voilà, on va vous déranger. Sur les bords de Seine, on a des aulnes, des saules, sur lesquels elles peuvent aller puiser du nectar pour faire le miel et du pollen. La Seine, c'est un corridor de biodiversité qui est tout à fait favorable à la présence d'insectes et en particulier des abeilles, dont la nécessité elle est importante pour la pollinisation. On estime que l'abeille est responsable à 80% des pollinisations. Dans Paris, 40 hectares de toiture seraient rapidement végétalisables. Grâce à ces espaces et au corridor biologique que représente aujourd'hui la Seine, la capitale pourrait demain être un peu plus verte. À quelques pas de Beaugrenelle, voici la silhouette de la Grande Dame. C'est l'une des vigies de la Seine. Et elle aussi fait peau neuve. Il fait encore nuit. Et pourtant, au pied de la tour, c'est déjà l'effervescence. Car au premier étage, depuis plus d'1 an, un chantier hors norme a débuté. Ce matin, comme d'habitude, la journée commence par la pesée. C'est une des contraintes de la Tour Eiffel, c'est de peser systématiquement ce qu'on monte, qui va être construit, et également tout ce qui descend de la plateforme, qui correspond à la déconstruction. Étant donné qu'on a des problématiques de contraintes de poids, on ne doit jamais construire plus lourd que ce qu'on déconstruit. C'est des problèmes complètement hors normes, parce que ce genre de choses, vous ne voyez jamais sur aucun chantier, ni en France, ni en Europe, je pense, à l'heure actuelle. Les seules personnes qui ont ce genre de contraintes de poids sont les gens qui construisent en construction navale ou qui construisent des sous-marins. Aujourd'hui, sur le chantier, une pièce importante est livrée. C'est une poutre en acier de plusieurs tonnes. Cet élément-là est compliqué parce que vous voyez qu'il est relativement encombrant, il fait 12 mètres de long, compte tenu du site, de l'exiguïté des lieux, bien sûr, et de toutes les problématiques de poids. Tout devient un peu compliqué sur la Tour Eiffel. La manœuvre est rapide et les gestes précis. La poutre en acier est installée sur une plateforme. C'est la colonne vertébrale du chantier. Cet ascenseur géant a été spécialement conçu pour la tour. Il permet de monter 9 tonnes en une dizaine de minutes au premier étage, à 57 mètres du sol. Les ouvriers, eux, prennent le lift. Un ascenseur qui permet d'éviter tout contact avec les visiteurs. Bienvenue au premier étage de la Tour Eiffel.
Nous sommes au cœur du chantier. Ici, depuis plusieurs semaines, on déconstruit d'anciennes plateformes en acier. Donc là, ils sont en train de découper l'ancienne structure qui date des années 80. On n'a pas le droit de découper, ni de percer, ni de démolir quelque chose qui est historique de Eiffel. On ne peut démolir que les choses qui ont été reconstruites dans les deux rénovations précédentes de 37 et de 80. Et cette partie de plancher métallique de 80 va être remplacée par le plancher vitré. Et donc il va être porté sur ces fameuses grosses poutres qu'on a vues tout à l'heure. Si l'on déconstruit, c'est que dans quelques mois, ce lieu ressemblera à ça. Pour le premier étage de la Tour Eiffel, c'est une renaissance. Nouveau mobilier, nouvel éclairage. Un restaurant, des salles de réception. Le lieu se veut aussi ludique et spectaculaire, avec la création d'un plancher de verre pour découvrir l'expérience du vide à 60 mètres du sol. Il est 8 h du matin. La tour va bientôt ouvrir ses portes. Derrière cette enceinte, les travaux restent invisibles, car rien ne doit perturber les visiteurs. On va aller un peu plus loin. L'une des priorités de ce chantier hors norme, c'est évidemment la sécurité. Le cauchemar, c'est la chute d'objets. On imagine que ça, si ça tombe sur la tête d'un touriste, évidemment, ça peut poser de graves problèmes. Et même si je fournissais 7,5 millions de casques en plastique à tous les visiteurs de la Tour Eiffel, ça ne suffirait pas à retenir un boulon de cette taille sur la tête de quelqu'un. Pour éviter un tel accident, un plancher a été installé sous toute la zone des travaux. Ça sert de protection complète vis-à-vis du public. Parce que sous nos pieds, il y a 60 mètres de vide. On a également rajouté un petit filet micromaille noir qui permet de ne pas forcément avoir en permanence la vue sur le vide. D'ailleurs, on a fait quelques petites fenêtres, vous voyez ici, et on voit bien qu'effectivement, on fait un chantier 60 mètres au-dessus du vide. Et vous voyez d'ailleurs, on commence à voir une des premières files d'attente pour pouvoir commencer à visiter la tour à partir de 9h30 ce matin. Je désire la visite du premier étage. Dès l'ouverture des portes, c'est l'affluence. Et ce matin, sous le soleil, la vue sur la capitale est à couper le souffle. La fin des travaux du premier étage est prévue pour l'été 2014. Retour sur l'eau. Pour découvrir un autre monument emblématique du renouveau des quais de Seine. À bord d'un bateau-bus, voici François Belfort. C'est par le fleuve qu'il se rend à son travail. Une belle journée de soleil comme aujourd'hui, c'est beaucoup de bonheur. On a l'impression d'aller travailler quand on va, d'aller travailler quand on revient, mais on a l'impression d'être ailleurs en même temps, d'être dans une petite virgule de respiration, de villégiature presque. Posé en bord de Seine, son bureau apparaît. C'est un étrange bâtiment de béton et d'acier. Voici la nouvelle cité de la mode et du design. Tout le bâtiment est tourné vers la Seine et c'est la façade la plus expressive avec ce magnifique travail de Dominique Jacob et Brennan McFarlane. On a ce qu'ils appellent ce plug avec cette forme si particulière, cette couleur, voilà, qui marque beaucoup la cité de la mode et du design. Ouverte au printemps 2012, la cité étonne par son architecture ultramoderne. Et pourtant, ce bâtiment en béton armé date de 1905.
Ce sont alors les magasins généraux d'Austerlitz. Implantés en amont de Paris, ils permettent le déchargement des péniches. Ces docks sont au centre du développement du négoce parisien du début du XXe siècle. Mais dans les années 80, l'activité décline et les magasins deviennent une friche industrielle. Après des années de travaux, les docks viennent donc de renaître. Sur le toit du bâtiment, on découvre l'une des plus belles terrasses de Paris, avec vue sur la Seine. En quelques mois, la cité est devenue un lieu d'échange et de culture incontournable. Nous sommes au mois de septembre et ces anciens quais de déchargement en béton accueillent le tout Paris de la mode. La Fashion Week bat son plein. Aujourd'hui, c'est le couturier français Alexis Mabille qui investit les lieux. C'est l'une des figures montantes de la haute couture française. Ça va être serré. Tu vois, ça par exemple, normalement, tu le laisses sur le truc donc avec pas des Avant. Ça recrie-le quand on vous l'a dit. Recrie-le à tout le monde. Son défilé attire la presse internationale. Ouais, deux questions pareilles. Parce que j'en ai un très très long à... C'est un vrai lieu qui est génial pour faire ça, qui est complètement alternatif, où on peut s'installer. Le bord de Seine lui-même est extrêmement modulable. Donc c'est pour ça que nous on fait des défilés. Alors là on utilise le béton aujourd'hui, mais demain on peut très bien faire un défilé ici, vous vous retrouvez avec des lustres et de la moquette rose. C'est-à-dire que l'idée c'est comme une boîte vide dans laquelle vous pouvez faire plein de choses aussi. En fait souvent c'est un très bon contraste avec les vêtements. Et moi j'ai un travail de collection qui est assez féminin on va dire. Et j'aime bien de temps en temps le briser comme ça avec ce côté très actuel. C'est comme marcher dans une rue ici ou dans un parking. Et ça fait retomber un peu le vêtement dans la réalité en fait.